et nous avons l'un de nos témoins du jour qui est présent avec nous, donc le directeur général de l'association des Francas du Doubs, que l'on a entendu en début de matinée, Monsieur Olivier Brasseur-Legris. Donc, si vous voulez compléter votre témoignage ou réagir à ce que vous avez entendu ce matin, la parole est à vous. Merci pour l'invitation. Compléter le témoignage, je ne sais pas, il a été la synthèse et les talents du montage permet en tout cas de compiler 45 minutes ou une heure d'entretien en 7 minutes, je crois, ou 9 minutes. Donc je ne vais pas compléter le témoignage. C'est pour moi aussi l'occasion d'être plutôt sur du remerciement des partenaires et du maillage que vous évoquez à l'instant. Sur les entreprises ou des associations, peu importe en fait, puisque en qualité d'employeur, le statut importe peu. On a été évidemment soumis à un défi sûrement historique, en tout cas sur les 2 années que nous avons vécues. On a pu éprouver en tout cas la qualité des partenariats déjà installés ou que l'on souhaitait impulser. Sur des structures qui portent la question de la qualité du travail ou tout simplement de la qualité de travail, parce qu'avant même de se positionner sur des investissements autour de la communication du bien-être au travail, le préalable étant de pouvoir véritablement avoir une réflexion et des actions concrètes en matière de qualité de travail, d'adaptation au poste de travail et notamment d'intégration ou même plus globalement d'inclusion des différents profils de collaborateurs ou de salariés. On va parler de la première étape qui est souvent un diagnostic ou une méthode à mettre en place dans l'entreprise. Et en tant qu'employeur, l'énergie est rare, les ressources sont toujours faibles, les enjeux en termes de coûts et de rentabilité sont existants, en tout cas dans le monde dans lequel on vit. On peut vouloir le changer, mais ça n'empêche qu'il y a un état de fait. Et de cet état de fait, multiplier les diagnostics est souvent contre-productif, voire désengageant pour un employeur ou pour une entreprise. Et là, nous avons la chance d'avoir des partenaires. C'est l'occasion de remerciement, mais c'est un vécu pour ce que nous avons vécu au niveau des équipes, d'avoir une sélection des prestataires ou des intervenants. Vous évoquiez tout à l'heure la question du diagnostic avec la GFIP, avec Cap Emploi. Lorsqu'on a travaillé avec la GFIP, le nombre d'intervenants, d'auditeurs en capacité de vous faire un diagnostic plus ou moins lucratif, voire souvent très coûteux, sur l'adaptation au poste de travail, sur votre politique d'inclusion ou de mixité, sont pléthores sur le marché aujourd'hui. Le temps même de passer un temps de sélection des prestataires vous empêche les efforts à mettre en place dans le cadre des actions auprès des salariés. Donc on est bien heureux d'avoir eu la qualité d'un diagnostic, d'une sélection en tout cas, de l'accompagnement, de l'intégrer avec une réalité de travail, que ça ne soit pas un diagnostic ad hoc qui vous fait plaisir pour être dans une démarche de, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, le greenwashing version inclusion, mais cette idée d'avoir une communication qui est souvent stérile. Là on avait un prestataire avec lequel on a travaillé et qui nous a pas, je pense aux collègues derrière le webinaire, employeurs ou chefs d'entreprise, qui finalement n'a pas été une absorption des ressources de façon démesurée, qui n'a pas représenté un coût extrêmement important. Pour quelle raison? Parce que comme je l'ai dit en témoignage, en effet, ça s'est intégré à du temps déjà piloté dans le cadre des représentations personnelles, mais pas que. C'est-à-dire que vous avez des temps de réflexion, des temps mobilisés en groupe de travail ou en réunion d'équipe, que vous auriez de toute façon mobilisés pour régler le quotidien ou le problème qui s'est exposé par une adaptation au poste. Et dans la question de gestion Covid, c'était exactement la même chose. Ça a mis en exergue des situations au travail qui étaient déjà à la limite, qui étaient à la frontière, soit on n'avait pas pris le temps de s'en interroger, soit on l'avait mis un petit peu sous le tapis parce que ça faisait pas trop de dégâts et qu'on arrivait à mesurer le risque et on identifiait un peu le coût. Mais évidemment que dans cette situation-là, ça a précipité nos actions. Le fait d'avoir une sollicitation possible de la médecine du travail, merci encore les experts autour de la table, parce que si cet appui-là avait été juste un appui théorique institutionnel quand les problèmes s'exposent, ou parce qu'on est juste sur une requalification d'un document administratif pour réussir à reclasser ou à éviter le licenciement du salarié, je parle sans langue de bois, mais voilà, elles sont très concrètes. Évidemment que les services qui étaient présents ont démontré que ce n'était pas la réalité de la possibilité d'accompagnement qui nous était proposée.
Et là, on était, alors j'en discutais avec la DRH et même le directeur des services économiques, sur une entreprise, sur une structure associative Inesus de 700 salariés. Le coût, évidemment, certaines adhésions est important. On se pose toujours la question de, quand on paye, qu'est-ce que ça nous rapporte? Et bien là, je peux vous dire que on ne sait plus vraiment ce que ça nous a coûté, tellement ça nous a rapporté. En termes de qualité de l'accompagnement, qualité de l'intervention et de prévention aussi du coût réalisé. On était à la fin de l'année budgétaire, quand on clôture, on se pose la question des provisions. Vous avez des provisions pour risque et des provisions surcharge. Je peux vous dire que sur les années 2020-2021 qu'on a eues, on aurait pu avoir des niveaux extrêmement élevés, dépassant évidemment historiques en tout cas. L'accompagnement qu'on a eu, la qualité de l'accompagnement que vous nous avez proposé, et l'intervention et la rapidité très pratique nous permet de diminuer réellement ce risque. Donc, ce n'est pas qu'une question de politiquement correct et de se dire qu'on a envie d'avoir une bonne politique salariale dans l'entreprise. C'est aussi un impact en termes de coûts et un impact réel en termes de coûts qui n'est pas uniquement un investissement pour l'avenir à 10 ans. Non, c'est pas parce que vous allez adapter correctement au poste de travail que dans 10 ans, vous ferez des économies. Non, c'est dès maintenant que ces mesures-là peuvent être très pratico-pratiques, pour reprendre votre expression du début de la séance. Voilà. Et puis, le dépassement du silo. Et je vous remercie encore pour cette table ronde, parce que, en tout cas, a été invité des entrepreneurs ou des employeurs du secteur associatif, non lucratif ou lucratif. Je pense que c'est extrêmement important, parce qu'on aime bien travailler en silo et puis à opposer, où on aime bien nous-mêmes s'enfermer dans l'entre-soi et travailler après, grâce en tout cas à nos syndicats employeurs, hein, parce qu'on est dans une convention collective et puis on a les mêmes préoccupations. En fait, cette table ronde, elle nous permet aussi de traduire une préoccupation commune en termes de qualité de travail, en termes d'inclusion, en termes de mixité ou d'attractivité des postes, surtout dans la région Bourgogne-Franche-Comté que nous connaissons. La question de l'attractivité des postes et de la qualité de travail, elle est partagée par l'ensemble des entrepreneurs ou des employeurs de la région. Et là, on doit travailler aussi ce maillage et cette solidarité grâce à cette table ronde, parce que ça permet de nous connaître. Donc merci et de nous reconnaître aussi. Merci, et merci de nous permettre de terminer sur ce témoignage très positif et je pense inspirant et mobilisant pour les employeurs et employeuses qui nous écoutent. Je remercie à nouveau toutes les expertes de la table ronde pour leurs intéressants compléments et intéressantes interventions. Et je donne la parole à Madame Mercier pour le mot de la fin. Merci. Donc, on voit bien que le maintien dans l'emploi, en fait, derrière, il y a vraiment un sujet, en fait, de santé au travail et que derrière la santé au travail, en fait, ça recouvre des thématiques telles que l'organisation, l'analyse des risques, la spécificité, en fait, de l'entreprise et l'individualité des salariés. Mais je dirais que pour les entreprises, se préoccuper en fait de la santé au travail, c'est un challenge gagnant-gagnant, à la fois pour les salariés et pour l'entreprise, parce que derrière, ça a des impacts en fait sur la compétitivité, sur la motivation, sur le bien-être au travail, et derrière, ça permet en fait d'inventer et de mettre en place des démarches RH qui sont davantage inclusives et qui sont représentatives en fait des entreprises modernes et qui permettront aussi d'attirer des compétences nécessaires à l'entreprise, eu égard aux jeunes qui arriveront aussi sur le marché du travail et avec une préoccupation de maintenir en fait les seniors en emploi. Alors, eu égard à la diversité des témoignages, donc on voit bien l'étendue des thèmes que recouvre le maintien dans l'emploi. Donc, je tiens à remercier en fait les intervenants qui ont accepté de partager en fait les pratiques, parce que c'est pas toujours si simple d'expliquer comment on a appréhendé le sujet, les questions que ça a posées ou les problématiques que ça a amené en traitement au sein de l'entreprise. Mais je crois que c'est en passant par du témoignage que du coup, ça peut en fait permettre de faire boule de neige et de dire à d'autres chefs d'entreprise, ben, finalement, moi aussi, je peux solliciter peut-être les appuis des partenaires experts sur le sujet, qu'il n'y a pas de honte à le faire. Et on sait très bien en fait que le tissu en fait économique de notre région, il est surtout constitué en fait de TPE, PME, et je crois que le rôle en fait de l'ensemble du service public de l'emploi que nous représentons sur le champ en fait de la prévention du handicap, du maintien, il est là aussi au service des entreprises, donc pour maintenir en fait l'ensemble des salariés en emploi. Alors, je remercie aussi les participants parce que du coup, ça témoigne en fait de la motivation sur le sujet
et du coup du portage aussi des bonnes pratiques de pair à pair et en diffusant dans une diversité de réseaux, parce que c'est comme ça aussi qu'on peut arriver à mettre en place en fait de l'émergence de nouvelles pratiques et de l'innovation en fait dans les pratiques RH. Alors je dirais que la crise sanitaire nous a un peu tous bousculés et nous a fait avancer autrement sur le sujet. Et ça a démontré en fait la capacité en fait d'adaptation de tous les partenaires, d'innovation qui se sont investis sur le maintien dans l'emploi. Et on voit bien en fait que c'est une préoccupation majeure. Ça a montré aussi l'utilité de continuer les coordinations pluridisciplinaires, parce qu'on voit bien que le maintien dans l'emploi, ça touche à l'individualité, ça touche à différentes formes de travail et ça peut toucher à différentes formes de handicap et qu'on ne peut pas en fait globaliser en fait l'accompagnement. Et je dirais que la crise sanitaire a montré aussi la capacité des entreprises à s'investir et à se mobiliser sur le sujet dans une période économiquement en fait en tension pour elles, où elles ont d'autres enjeux et l'enjeu en fait de survie et d'assurer en fait la réponse au marché. Et je crois que du coup les initiatives en fait portées par ces entreprises en fait sont à saluer. Et je crois que si on pouvait donner en fait des mots-clés sur le maintien dans l'emploi, du moins moi ce que je retiens c'est expertise, action collective, travail en réseau, l'importance du dialogue social sur le sujet, l'utilisation des outils, mais en tant qu'animation pour animer le débat et en fait structurer le sujet et l'accompagnement en entreprise, la flexibilité, l'adaptation. Et je crois en fait tout simplement c'est que le maintien dans l'emploi, derrière il y a des hommes et des femmes. Et il y a importance dans les pratiques RH et y compris dans les encadrements des équipes d'assurer en fait la relation à l'autre et de comprendre l'individualité parce que c'est ce qui permet à la fois de développer une pratique RH qui permet une analyse des postes sur la pénibilité qui peut s'imposer à tout salarié, mais en même temps d'avoir une approche individualisée en fonction en fait de ce qu'est le salarié en tant qu'être avec ses possibilités et ses restrictions. Donc, on voit bien que le maintien dans l'emploi, c'est vraiment un sujet stratégique, enjeu de compétences et d'avenir, à la fois pour les entreprises et pour la vie en fait des salariés. Et je vous remercie tous donc de votre implication et relais en fait sur les bonnes pratiques. Et je tiens à dire aux entreprises, n'hésitez pas en fait à solliciter l'ensemble des membres mobilisés, que sont les Cap Emploi, les services de santé au travail, les caisses d'assurance maladie et l'AGFIP. Et peut-être que parfois, voilà, on ne sait pas trop par clé d'entrée en fait aller, mais n'hésitez pas à solliciter un des partenaires et après en fait le relais sera organisé. Et aujourd'hui, avec tous ces partenaires, on peut dire qu'on a une offre de services qui est vraiment flexible et adaptable en fonction des particularités de l'entreprise et des salariés. Donc, n'hésitez pas à faire appel donc, à l'ensemble de ces partenaires pour répondre à vos attentes et puis déployer des pratiques inclusives sur le sujet du maintien dans l'emploi. Merci à tous. Merci Madame Mercier. Bien sûr, je partage tout ça et je me joins à vous pour remercier effectivement tous les participants et également vraiment les témoignages, les entreprises qui ont témoigné de leur quand même belle expérience et des expériences qui finalement sont devenues assez innovantes en cette période un peu particulière. Merci beaucoup, très bonne journée à vous. Au revoir. Merci.